Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, un petit cours d'électrotechnique appliqué au froid. Et donc le premier chapitre porte sur les éléments constitutifs d'un schéma électrique. Autrement dit, donc les différentes pages qui devront apparaître dans un schéma électrique. Alors, un schéma électrique représente à l'aide de symboles graphiques les différentes parties d'un réseau, d'un équipement relié et connecté fonctionnellement. C'est la définition d'un schéma. Un schéma doit expliquer le fonctionnement de l'équipement, fournir les bases d'établissement des schémas d'exécution et donc faciliter les essais et la maintenance. Je dis et donc parce que expliquer le fonctionnement de l'équipement, il faudra que le schéma soit le plus simple possible pour que tous les techniciens le comprennent. Fournir les bases d'établissement des schémas d'exécution, il faudra qu'il soit le plus complet possible pour qu'on puisse faire une bonne préparation de chantier et donc un bon déroulement de chantier. Ce qui, du coup, forcément implique faciliter les essais et faciliter la maintenance, donc le dépannage. Il y aura donc autant de feuilles que nécessaire, donc il y en aura au minimum 3, puissance, commande et bornier. Et c'est un des éléments majeurs du dossier d'exécution. Il devra donc figurer dans le dossier des ouvrages exécutés dans sa version définitive. Donc, autant bien préparer le schéma, le chantier. Donc ici, voilà, ça doit être bien fait. Et donc du coup, ça veut dire qu'il y aura un minimum de modifications à apporter dans le schéma de la version définitive. Bon, ça n'existe pas. Il y a toujours des modifications à apporter, mais je parle de minimum. Voilà. Alors, donc, prenons l'exemple d'un moteur de tapis, d'un tunnel de surgélation. Donc ici, vous avez, j'ai fait un espèce de dessin, vue de côté, et puis ici, vue de face, et puis vue de côté. Enfin, c'est pas des vraies vues, ce sont à moitié des coupes. Donc là, ici, là, vous avez donc le tapis qui traverse ici, donc un volume dans lequel on retrouve une batterie qui est alimentée en fluide frigorigène aux alentours de moins 40. Et donc du coup, c'est souvent du CO2 ou de l'ammoniac. Et puis on vient refroidir de l'air à moins 35, qu'on souffle sous le tapis, et donc qui recircule en tonneau. Voilà, donc l'air circule dans le surgélateur, donc en tonneau. Et donc l'air soufflé à moins 35 assure donc le refroidissement, la congélation et le refroidissement donc après congélation donc du produit. Comme ça se fait dans un temps donné, on parle de surgélateur. Donc on parle de surgélation. Donc les produits ici rentrent à plus 10 et puis avancent donc ici dans le surgélateur donc à une certaine vitesse donc, qui sera fonction de la fréquence de rotation du moteur d'entraînement de tapis. Donc, la vitesse d'avancée, voilà, les produits donc avancent et donc leur température diminue, changement d'état et abaissement de la température du changement d'état à moins 18. Donc, et ils arrivent ici à moins 18 à cœur. Voilà, donc ici, je vous ai mis la doc Frigoscandia. Alors, la Frigoscandia, ça n'est pas le seul fabricant de surgélateurs, c'en est un. Et donc, du coup, ici, on retrouve les produits qui rentrent ici à plus 10 et qui avancent donc sur le tapis et qui sortent ici, donc congelés, donc avec température de sortie moins 18. Et donc là, ici, on distingue la batterie, donc fluide frigorigène. Et donc là, ici, le ventilateur qui est donc la recirculation ici de l'air en tonneau, comme ça. Voilà. Donc ici, je ne parle pas des problèmes de dégivrage, etc. C'est un autre, ça ferait l'objet d'un autre cours. Donc, mon client, lui, j'ai défini avec mon client un cahier des charges. Il veut une télécommande déportée à côté du surgélateur. Il faut savoir que le coffret électrique, comme la production frigorifique qui est associée au surgélateur, elle se trouve à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mètres, dans un local dédié qui s'appelle la salle des machines. Donc il ne faudrait pas que mon chauffeur de surgélateur, la personne qui gère le fonctionnement du surgélateur, ait à courir jusqu'à la salle des machines pour mettre en route, arrêter ou appuyer sur un bouton d'arrêt d'urgence. Donc mon client veut une télécommande déportée. Du coup, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que le moteur soit commandé par des boutons poussoirs, marche-arrêt, et un arrêt d'urgence, donc forcément sur le pupitre télécommande déportée.
Il veut également une coupure d'alimentation du moteur lorsqu'un produit arrive en bout de tapis. Du coup, il veut un enclenchement d'une alarme visuelle dès que le moteur est coupé par un défaut ou par un produit arrivé en bout de tapis. Et enfin, donc, il veut un enclenchement d'une alarme sonore quelques minutes après l'arrêt du moteur de tapis, si personne n'a réagi. Alors, pourquoi donc ici coupure d'alimentation du moteur de tapis lorsque un produit arrive en bout? Il ne faudrait pas que les produits tombent par terre alors qu'il n'y a personne à côté du surgélateur pour gerber les produits sur une palette. Donc du coup, ici quand le produit arrive en bout, il active ici un capteur qui arrête le moteur de tapis. Mais si le moteur de tapis est arrêté, eh bien on n'arrête pas pour autant la production frigorifique. On est sur plusieurs centaines de kilowatts, ça ne s'arrête pas comme ça sur une simple coupure d'alimentation de moteur de tapis. Donc du coup, eh bien, on continue à produire ici de l'air froid à moins 35, et donc du coup, les produits qui sont dans cette zone-là vont voir leur température descendre en dessous de moins 18. C'est pas vraiment un problème pour les produits, ça l'est plus pour la rentabilité de mon client, qui lui vend des sacs de produits surgelés, et son kilogramme de produits surgelés, son prix de revient augmente du fait que il a surconsommé inutilement, puisqu'il devait son cahier des charges, c'est il faut que son produit soit à moins 18 à cœur. Alors qu'ici, ces produits vont être à moins 25, moins 30 peut-être, à la sortie du surgélateur. Donc il a surconsommé pour rien. Voilà pour la présentation du moteur de tapis. Alors, première page de notre schéma électrique, donc le schéma de puissance. Donc là ici, il est réalisé en multifilaire, mais il pourrait être aussi réalisé en unifilaire, qui représente le réseau courant fort de notre installation. Donc courant fort ici, nous c'est la tension composée et la tension simple du réseau de distribution électrique de notre client. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver ici l'alimentation électrique de mon moteur. Donc là ici j'ai le réseau de mon client, j'ai ici un appareil pour séparer le réseau de mon utilisation. Donc on appelle ça un interrupteur sectionneur général. Donc ici, voilà, voici le genre de choses. Donc on voit ici les phases qui rentrent, et puis en dessous il y aurait les phases à sortir. Donc là on voit mieux. Là, et puis là ici on voit des fusibles de protection. Hop. Avec donc une poignée, et cette poignée est à l'extérieur de l'armoire électrique. Comme ça, du coup, on peut sectionner l'armoire sans avoir à ouvrir cette armoire. Voilà. Donc du coup ici, voilà, donc je vous présente aussi une photo d'un coffret électrique. Donc là, on retrouve notre interrupteur général qui est là, il est ici. Et donc là ici, j'ouvre mon armoire ici en agissant sur les deux loquets qui sont là, et à l'intérieur, je vais retrouver mes différents éléments de puissance et de commande. Donc en série avec mon intergénéral, je vais retrouver ici mon contacteur moteur. Contacteur moteur, donc ici voilà, différents types de contacteurs moteurs. Donc là, on retrouve les pôles de puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6 en façade, et puis il y a forcément la bobine d'alimentation du contacteur qui est quelque part que je ne vois pas ici. Et puis il y a souvent un contact auxiliaire. Donc là pareil, on retrouve sur un gros contacteur les pôles de puissance 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Et puis la bobine, l'alimentation de la bobine qui est quelque part que je ne vois pas ici. Voilà, et puis donc en série avec mon contacteur moteur, on va ici retrouver notre appareil de protection de moteur. On appelle ça un disjoncteur magnétothermique. Donc voilà, ici je vous ai mis deux photos de disjoncteur magnétothermique. Ici on retrouve bien, là quand on arme, ce bouton est armé, celui-ci revient devant vous, et ici il est enfoncé. Quand on arme ici, c'est levé. Donc quand c'est armé, j'ai liaison entre mon contact 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc le courant rentre en 1, 3, 5 et sort en 2, 4, 6. Voilà, et puis quand il y a un défaut, ce bouton saute et celui-ci descend. Voilà. Donc du coup, protection magnétothermique. Donc le magnétique, il est là pour protéger contre les courts-circuits. Donc court-circuit, c'est contact entre phase et neutre, ou entre phases. Et thermique, c'est l'augmentation de la température, de l'intensité absorbée due au fait que votre moteur peine. Alors pourquoi est-ce qu'il peut peiner?
je vois deux raisons ici, hein. Trop de produits à arriver sur le tapis. Voilà, donc du coup, forcément, il n'est pas prévu pour un couple utile, enfin il est prévu pour un certain couple utile, et donc si on vient augmenter le couple résistant, forcément, ça va bloquer. Et donc deuxième point, et bien c'est, excusez-moi, c'est donc du givre qui viendrait donc créer du frottement entre le moteur de tapis et le système donc de rouleau qui permet donc l'écoulement donc des produits et donc du tapis le long donc du surgélateur. Donc un frottement donc crée une surintensité qui au bout d'un moment peut provoquer la casse du moteur. Donc ici disjoncteur pour couper en cas de trop de surintensité. Donc voilà pour ici. Donc du coup, ça en temps normal, c'est armé. Le magnétothermique, il est armé. Et donc quand mon contacteur moteur sera alimenté dans la commande, quand on alimentera la bobine du contacteur moteur, ici, ces contacts se fermeront. Quand on coupera la bobine du contacteur moteur, ces contacts s'ouvriront. Donc quand ces contacts se fermeront, mon moteur sera alimenté et donc tournera et donc entraînera le moteur de tapis. Et quand ma bobine sera plus alimentée, les contacts s'ouvriront et mon moteur s'arrêtera. Si en temps normal, ma bobine est alimentée et que donc du coup ici ce contacteur est fermé, si j'ai un problème sur le magnétothermique, ici, il ouvre ses contacts. Et on va voir qu'il ouvre aussi un contact dans la commande, qui agit sur la bobine. Donc en fait, on a une sécurité avec une redondance. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'on retrouve également sur cette première page? Eh bien, on retrouve ici une phase à neutre, et donc on retrouve ici le voyant sous tension, porte d'armoire qui est obligatoire. Mais également, donc, ici, un transformateur avec donc une protection primaire et une protection secondaire. À noter que tous les fils sont repérés. On voit ici donc un fil 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc on voit des repères un peu partout. Donc la méthode de repérage, elle est simple. C'est un fil garde le même numéro tant qu'il n'est pas coupé par un contact. Donc là ici, sortie de l'intergénéral jusqu'à l'entrée du contacteur, j'ai le fil 1. Le contacteur ici, le contact coupe le courant, donc du coup derrière je passe en fil 2, et puis etc. etc. Donc voilà là pour la méthode. Donc notons qu'ici, au secondaire, on a donc le fil 18, donc, qui sera le fil de phase donc, de mon secondaire de ma télécommande. Et puis ici, le fil 13 qui sera le fil de neutre donc, de ma télécommande. Voilà, donc du coup, le schéma suivant, donc la page suivante, c'est forcément le schéma de commande. Donc on a ici fait un schéma développé. Donc on a tiré une phase, on a tiré un neutre, et on fait apparaître ici en bas tous les récepteurs qu'on souhaite alimenter. Alors qu'est-ce qu'on va forcément retrouver? On va retrouver le contacteur de moteur de tapis, puisqu'on veut dans la puissance commander le moteur de tapis. Et puis on va retrouver ici un relais qui sera le relais donc de temporisation. On va voir pourquoi. Ici on va retrouver un bloc temporisé. Ici on va retrouver un gyrophare donc pour dire attention, mon moteur de tapis est arrêté. Ici, on va retrouver un ronfleur, une alarme sonore pour dire attention, ça fait trop longtemps que mon moteur de tapis est arrêté. Ici, on va, pourquoi pas, signaler sur le pupitre de commande que le moteur de tapis fonctionne. Et puis, on va aussi signaler que le moteur de tapis a un défaut, mais un défaut lié donc au disjoncteur magnétothermique. Et puis, on va retrouver un relais pour peut-être agir sur l'assignation donc en cas de défaut. Donc voilà, on retrouve donc ici les appareils qu'on va alimenter, et puis donc on va tirer des lignes, on va en tirer autant qu'il y a de récepteurs alimentés, puis derrière on va mettre sur ces lignes des conditions pour que le moteur, pour que le récepteur en question soit alimenté. Donc si on reprend mon moteur de tapis, donc on a dit forcément il y a un arrêt d'urgence sur la porte de l'armoire. Donc en série avec lui, on va retrouver un arrêt d'urgence pupitre déporté. Voilà. Et puis on va retrouver ici donc un fil que je vais couper, dans lequel je vais mettre ici un bouton poussoir marche. Donc quand j'appuie ici sur ce bouton poussoir, en même temps que j'ai rien d'autre, ici j'enclenche
mon contacteur. Lorsque je relâche mon bouton poussoir, j'arrête mon contacteur. Donc du coup, je vais rajouter eh bien, ce qu'on appelle un automaintien. Donc quand j'appuie ici sur le bouton poussoir, j'alimente ici mon contacteur, bien sûr. On imagine que tout ça, ça n'existe pas pour l'instant. Donc j'alimente ici ma bobine, donc du coup dans ma puissance, je ferme mes contacts de puissance, donc mon moteur démarre, et je ferme également ce contact. Et donc du coup ici, lorsque je lâche le bouton poussoir, le courant continue à passer par là. Voilà. Alors, peut-être une photo d'un contacteur, avec un détail où on voit mieux. Donc là ici on retrouve bien les pôles de puissance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon, 6 en dessous. On retrouve ici la bobine à 1, 2, et puis on retrouve le contact 3, 4 et un contact 1, 2. Et tous les contacts 3, 4 sont des contacts à fermeture, tous les contacts 1, 2 sont des contacts à ouverture. Voilà, donc du coup ici on retrouve bien la bobine à 1, 2, et puis ici le contact 13, 14 qui serait là. Donc ça y est, mon moteur est alimenté. Donc maintenant mon client il demande à ce qu'on puisse arrêter le moteur en fin de journée par un appui sur un bouton poussoir. Donc ici, mon moteur est en route. Si je viens insérer ici un bouton poussoir, lorsque j'appuie ici, je coupe l'alimentation ici de ma bobine. Du coup, dans la puissance, les contacts s'ouvrent, et ici, ce contact s'ouvre également, et lorsque je relâche ici, le courant est bloqué en haut, et donc ma bobine n'est plus alimentée. Voilà, donc du coup ici, j'ai bien obtenu marche-arrêt, donc par un bouton poussoir, enfin par bouton poussoir. Premier bouton poussoir marche, deuxième bouton poussoir arrêt. Avec ici l'automaintien pour permettre le fonctionnement donc, du moteur. Mon client voulait aussi donc qu'il y ait un arrêt en cas donc, de produit en bout de course, en bout de tapis. Donc ici j'ai mon fin de course. Donc fin de course, voilà, c'est ce genre de choses. Et ici donc les produits vont arriver, vont ici donc manœuvrer ici cette tige qui à l'intérieur va enclencher un mécanisme d'inversion de contact. Donc ici du coup quand j'arrive en bout de quand mes produits arrivent en bout de tapis, ce contact s'ouvre et celui-ci se ferme. S'il s'ouvre, je coupe bien l'alimentation ici de mon moteur. Du coup ce contact s'ouvre et lorsque voilà, du coup mon moteur est arrêté et je viens enclencher ici de suite mon gyrophare. Je viens bien dire attention, j'ai un produit qui est arrivé en bout de tapis. Et donc, si je ne réagis pas, j'ai aussi en parallèle enclenché un bloc temporisé. Et au bout de ce bloc temporisé, donc là ici on est sur un bloc travail, au bout de ce bloc de ce temps, je viens fermer ici un relais K1 qui vient ici commander l'alarme sonore. J'aurais pu éventuellement mettre directement l'alarme sonore ici, là. Alors donc du coup, voilà, donc du coup qu'est-ce qui se passe? Une alarme sonore, forcément mon chauffeur de surréacteur revient. Donc gerbe le produit, du coup ce capteur se remet dans cette position, celui-ci s'ouvre, donc je coupe bien ici mon alarme sonore, puisque je coupe ici mon relais K1, donc l'alarme est coupée. Et mon chauffeur vient réappuyer sur le bouton poussoir S1, et donc du coup, il vient, hop, mon courant ici arrive, j'alimente en 24 volts ma bobine, du coup, les pôles de puissance s'alimentent, ce contact se ferme, et donc lorsque je relâche mon poussoir, auto-alimentation. Voilà. Et enfin, donc, dernier truc, c'est le magnétothermique. On a dit, donc pas de défaut, voilà, pas d'action sur les arrêts d'urgence. J'appuie sur mon bouton poussoir, ça marche, et j'ai mis ici un contact qui est normalement, qui est fermé en temps normal. Lorsque le magnétothermique est armé, ce contact est fermé. Et j'ai un défaut. Si j'ai un défaut, ce contact s'ouvre. Si ce contact s'ouvre, forcément, j'alimente plus ma bobine. Si ma bobine n'est plus alimentée, ce contact ici d'automaintien s'ouvre. Et donc, voilà. Mon moteur est de toute façon arrêté. Je vais intervenir, je vais réparer, sans doute trop de produits ou je ne sais trop quoi, du givre entre le tapis et les rouleaux, ou entre le guide et le tapis. Et donc du coup, je répare, je réarme mon magnétothermique et je viens appuyer sur mon bouton poussoir. Donc du coup, hop, c'est reparti, je relance mon froid.
pardon, je relance mon moteur de tapis. Voilà pour le schéma électrique de commande. Donc à noter qu'on fait des repères de fil. Donc j'avais le fil 18 qui venait de la phase, donc du transfo. Et puis le fil 13 c'était le neutre. Et donc du coup derrière, comme tout à l'heure, le fil est coupé, donc on passe de 18 à 17, 17 à 16, et 16 à 19, 20, etc. etc. Donc on peut penser ici que le schéma électrique a été modifié, parce que normalement les repères vont plutôt croissants. Là on a des repères décroissants, puis croissants. Donc il y a dû y avoir des modifications. Mais peu importe, ce fil 18 n'apparaît nulle part ailleurs, donc on fait ce qu'on veut. Le fil 17 n'apparaît nulle part ailleurs, donc pas de problème. Voilà pour donc le schéma de commande. J'ai pas parlé du voyant marche, donc quand mon moteur de tapis est en route, et ici j'ai un deuxième contact qui se ferme, c'est pas le même. Et donc du coup ici je vais enclencher mon voyant marche. Et puis donc j'ai dit tout à l'heure, magnétothermique qui coupe, ici ce contact se ferme, et si ce contact se ferme, j'enclenche ici un voyant sur le pupitre pour dire que j'ai un défaut magnétothermique du tapis. Mais j'enclenche aussi un relais qui vient finalement dire attention, mon moteur de tapis est coupé. Donc du coup j'enclenche mon gyro à nouveau. Et puis si mon magnétothermique n'est pas réarmé dans un temps relativement court, eh bien je vais enclencher une alarme. Puisqu'ici je enclenche mon bug temporisé, et ici donc sans contact. Alors le bug temporisé, voilà, donc ici je vous mets voilà l'allure que ça a. On retrouve ici l'alimentation A1, A2, et puis ici le contact inverseur 15, 16, 18. Donc là ici je reviens, on retrouverait A1, A2, l'alimentation de la bobine du bloc temporisé, puis ici un contact 15, et puis là ici ça serait le 16 ou 18, je ne sais pas exactement. À regarder sur le schéma, sur le relais temporisé. Alors concernant les relais temporisés, il existe deux, il n'en existe pas que deux, mais bon, il y a les blocs travail et les blocs repos. Alors un bloc travail, quand j'alimente la bobine, eh bien le contact va mettre un certain temps à se fermer, lorsque je vais alimenter la bobine ici. Un bloc repos, c'est lorsque je coupe la bobine que le contact va mettre un certain temps à s'ouvrir. C'est pas tout à fait, c'est pas du tout même la même chose. On verra ça quand on verra donc les systèmes de dégirage. On aura besoin donc de bloc travail et de bloc repos. Voilà, donc du coup, page suivante et dernière page pour le moteur de tapis, c'est la page dans laquelle on fait apparaître donc les borniers. Donc tous les appareils qui n'appartiennent pas au coffret électrique sont forcément entre bornes. Donc en particulier, donc on va retrouver le moteur de tapis. Voilà, donc ici je vais trouver déjà des bornes de puissance. Et puis on va retrouver donc des bornes de commande. Donc je peux peut-être revenir ici. Sont donc entre bornes tous les appareils qui n'appartiennent pas. Donc l'arrêt d'urgence déporté, il est forcément entre bornes. Le poussoir, il est forcément entre bornes. Le poussoir arrêt aussi. Le fin de course, il est forcément entre bornes. Le gyro et le ronfleur sont forcément entre bornes. Donc on retrouve une borne ici et là et là. Et puis, spécifiquement ici, on a, puisqu'on a un pupitre déporté, le voyant marche et le voyant défaut qui sont aussi entre bornes. Donc voilà, donc on va retrouver, donc je disais, les bornes de puissance, et puis dans la commande, on va retrouver les éléments donc, qui étaient entre bornes dans ma commande. Alors, de suite, regardons, donc je repère, je marque systématiquement ce à quoi sert donc le câble électrique en question. Donc c'est le câble d'alimentation du moteur de tapis. Notez qu'il a un repère. C'est le câble qui sera repéré 1. Repéré à l'origine, sortie donc du banc des puissances, et puis à l'entrée du moteur. Pour faciliter donc sa reconnaissance. Et puis en dessous, eh bien, je prépare mon chantier en indiquant au monteur le type de câble que je veux. Alors ici, U1000 R02V 4G4, qu'est-ce que ça veut dire? U1000 R2V, c'est un câble donc âme rigide. C'est mécaniquement, c'est celui qu'on va pouvoir quasiment utiliser dans toutes nos applications, dans le domaine du génie frigo. Donc du coup, voilà, vous verrez souvent du U1000 R02V. Et puis le 4G4, ça veut dire 4 conducteurs
d'une section de 4 carrés, et le G pour dire que dans les 4 conducteurs, il y a le vert jaune. Donc là, ici, je vous amène ici donc à la doc d'un fournisseur, et donc on retrouve ici, ici dans les 4 conducteurs avec vert jaune, on a du 4G1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, etc., etc. Donc la section des conducteurs dépendra donc de l'intensité qui va traverser le conducteur. Et donc ça se calcule, il y a une méthode qui est définie dans la NFC 1500. Bon, nous en pratique, si les gars au bureau d'études ne font pas leur boulot, nous on va prendre la règle pratique 5 ampères par millimètre carré. Donc ici, si on a du 4 carré, là ici, si on a du 4 carré, ça veut donc dire que le moteur consomme un peu plus de 16 ampères et un peu moins de 20 ampères. Ou 20 ampères maxi. Voilà donc pour la partie puissance. Et puis pour la partie commande, je vais mettre entre bornes tous les appareils qui sont en dehors de l'armoire. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et puis je vais faire se suivre tous les appareils qui vont au même endroit. Comme ça, du coup, j'éviterai d'avoir un pain qui sera dégueulasse sous ma commande. Donc ici, j'ai donc mis à suivre tous les appareils qui vont vers la télécommande déportée. Et donc je vais tirer un seul câble, donc qui va aller vers ma télécommande déportée. Puis j'ai mis tous les fils qui allaient vers mon fin de course, et c'est un deuxième câble qui va vers mon fin de course. Et puis derrière j'ai mon gyro et mon ronfleur qui sont au même endroit, donc je tire vers avec un seul câble. Même chose, repère de câble 2, 3, 4, à l'origine et à l'arrivée. Et puis je viens indiquer vers où vont les appareils, les câbles, vers télécommande déportée, vers fin de course, vers les gyros et les ronfleurs. Et puis je viens indiquer, je prépare mon chantier, je viens dire à mon monteur, tu prévois du U1000 R09 12G15. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien en fait, c'est donc un câble qui est composé de plein de brins, donc en 1,5 carré. Et donc du coup, ces fils sont tous repérés de 1 à N. Voilà, donc, on les voit ici. Et donc ici, si vous prenez donc du U1000 RVFV télécommande, eh bien vous avez du 7G, 12G, 19G, 24G, 37G. Donc ça veut dire qu'il y a 7 conducteurs dont le vert jaune. Donc ça veut dire 6 conducteurs plus le vert jaune. Il y a 12 conducteurs plus le vert jaune. Donc pardon, 12 conducteurs dont le vert jaune. Donc 11 conducteurs plus 1, etc., etc. Donc moi ici, j'ai compté le nombre de conducteurs dont j'ai besoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je ne peux pas prendre du 7G, parce que je n'ai que 6 conducteurs et plus la terre. Donc je suis obligé de prendre un 12G. D'où ici le 12G1,5. Alors je n'ai pas précisé que c'est du RVAV, mais bon, voilà. Donc fin de course, moteur de tapis, j'ai 4, donc je prends un 5G. Et mon ronfleur, j'ai 3, donc je prends un 4G. Voilà. Donc ça, du coup, c'est réalisé. Et je vais même réaliser les borniers donc du pupitre, pour le coup. J'ai mon câble 2 qui va arriver. Et là, ici, je vais avoir une boîte de dérive. Et puis, je vais faire repartir tous les câbles d'alimentation donc des différents appareils donc sur ma télécommande déportée. Donc, je retrouve mon arrêt d'urgence. Mon bouton poussoir marche. Mon bouton poussoir arrêt. Mon voyant marche et mon voyant défaut. Donc, je vais avoir des câbles, des 3G qui vont aller réalimenter tous ces appareils. Et j'ai mon câble 2 qui arrive, et donc je viens tout simplement dire que mon câble 2, le fil 1, il était raccordé à la bornier de télécommande en XA1. Le fil 2 était raccordé en XA2. Le fil, donc 1, 2, 3, 4 était raccordé donc ici au bornier donc télécommande en 4. Voilà, etc., etc. Et puis pour finir, ici, puisque j'ai ici sorti que 3 bornes, il faut que je vienne réaliser une boîte de dérivation à côté de mon gyro et de mon ronfleur. Et donc j'ai mon câble qui arrive là, et puis donc je recrée mon neutre ici pour alimenter mon gyro et mon ronfleur.
Donc j'ai un câble 4 et puis le câble 10 qui va vers le gyro et le câble 11 qui va vers le ronfleur. Voilà pour les borniers. Donc un élément extrêmement important, hein, puisque lorsque moi je fais le tirage des câbles, je ne m'occupe, enfin c'est ce que je lis. Je ne vais pas aller essayer de lire le schéma électrique, je viens prendre cette page et je sais donc, voilà. Quand je fais ma préparation de chantier, même chose, je prends cette page et je sais donc ce que je dois préparer. Alors en conclusion, votre schéma devra au minimum comporter 3 pages, donc puissance comme bornier, une page de garde avec un sommaire récapitulatif des contenus des pages ne sera pas de trop. Il faut que vous repériez les câbles et les fils pour une meilleure lecture à la mise en service et en dépannage, c'est indispensable. Et les borniers doivent être pensés pour éviter de tirer trop de câbles, regroupés entre bornes à se suivre, les appareils allant au même endroit. Et enfin, donc, quand vous faites des modifications donc, sur l'installation, faire remonter au bureau d'études donc, les modifications faites sur le schéma afin qu'il actualise donc, le schéma en vue donc, de l'archivage dans le dossier des ouvrages exécutés. Voilà donc pour la présentation d'un schéma électrique tel qu'il doit être fait, pensé. Donc, pour que ça soit efficace. Voilà, bonne fin de journée.